à tous, bienvenue sur Idées pour l'Histoire pour cette nouvelle année 2024 et donc pour ce bulletin numéro 17. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo publiée hier, eh bien je vous présente de nouveau tous mes vœux pour cette nouvelle année, hein, bien sûr, comme on dit, hein, la santé d'abord, la prospérité ensuite, et puis si possible le bonheur dans votre vie de manière générale. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. Je vous remercie encore donc pour tout ce que j'ai pu voir comme commentaires, comme nombre de vues d'ailleurs pendant cette période où aucune nouvelle vidéo n'a été publiée, hein. Je vous remercie de votre fidélité et de l'augmentation du nombre d'abonnés. On a franchi la barre des 3100 la semaine dernière ou en début de semaine, donc c'est une très bonne chose. Je remercie également tous ceux qui ont contribué financièrement. Je leur ai envoyé le PDF donc de Hamburger Hill qui sera encore disponible pour les donateurs donc jusqu'à la fin de ce mois. Après, comme je l'avais évoqué, on passera au PDF sur la guerre des bourgs. N'hésitez pas donc à continuer à contribuer, quel que soit le montant, parce que l'année va être chargée, enfin en tout cas en fonction de ce que vous serez capable de donner comme contribution. On va essayer d'aller encore une fois de plus en plus sur le terrain. Comme je l'ai évoqué, je le rappelle puisque c'est la rentrée, fin janvier, début février, le premier week-end de février, je serai de retour sur les terres qui me sont chères autour de Meaux, parce que je peux vous l'annoncer d'ores et déjà, le premier épisode d'Idées pour l'Histoire, qui sera donc plus un documentaire qu'une communication comme celle que j'ai l'habitude de faire, portera sur la bataille de la Marne de 1914, hein, puisque vous le savez, je suis originaire de Meaux et c'est dans cette région que se sont joués une partie des combats de cette fameuse bataille. Vous savez aussi, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que c'est un de mes thèmes, un de mes premiers thèmes de prédilection sur lesquels j'ai travaillé au cours du centenaire de la Grande Guerre en publiant un livre sur la Marne, une victoire opérationnelle. Donc on aura l'occasion en amont de ce premier documentaire de faire un petit rappel des enjeux de cette étude qui a été publiée chez les Médites en 2017. Et donc le premier tournage aura lieu donc le premier week-end de février sur les lieux des combats. Et puis au cours de la semaine suivante, on fera les opérations de montage et vous aurez une diffusion donc le deuxième vendredi du mois de février, si je calcule bien, hein, autour du 9 ou 10 février, si j'ai bonne mémoire, vous aurez non pas une communication comme on a l'habitude d'en faire, non pas un bulletin entre guillemets traditionnel, mais vous aurez un bulletin là qui sera un vrai documentaire sur la première bataille de la Marne, avec des images d'archives, avec bien sûr des images tournées donc au cours de ce week-end-là sur place, et ça donnera donc une idée des documentaires que je souhaite vous proposer tout au long de l'année, au moins une fois par mois, en fonction des moyens financiers dont je disposerai pour pouvoir aller sur d'autres champs de bataille. Je peux vous annoncer déjà que le numéro d'après me demandera peu de déplacement parce que je le consacrerai donc fin février, plutôt début mars, à la bataille de Cambrai de 1917, puisque là c'est pas très loin de chez moi, et en plus ça a été le sujet de mes travaux de Master 2, donc j'ai envie de pouvoir communiquer avec vous là-dessus. J'ai fait quelques communications dans le secteur au niveau des associations, mais là je voudrais vraiment pouvoir partager mes conclusions publiquement avec vous. Donc ce sera le bulletin documentaire numéro 2, donc je pense que le temps que le premier soit bien diffusé, ce sera plutôt début mars. Et puis pour début avril, on passera, là encore, c'est pas non plus très loin de chez moi, et ça devait être l'enjeu de mon doctorat, si on avait pu trouver un moyen de le financer. Ce sera la participation de l'armée française à l'offensive de la Somme en 1916. Voilà. Et puis, 80e anniversaire de l'année 1944 oblige, à partir du mois de mai,
on commencera à aborder chaque mois les grandes opérations, aussi bien sur le front ouest que sur le front est. On essaiera notamment en mai d'évoquer le front italien de 1944, hein, qui débouche juste avant le débarquement de Normandie sur la prise de Rome, avec la présence très importante du corps expéditionnaire français dans ces opérations. Et puis ensuite, en juin, juillet, août, on sera sur la Normandie et les opérations combinées soviétiques. Donc là, je verrai comment j'articule entre le mois de juin, bien sûr, je pense, le débarquement, début juillet, l'opération Bagration, le mois d'août, les autres grandes opérations soviétiques et le débouché. Je pense qu'on coupera la poire en deux, on fera un documentaire de deux fois, enfin d'1 heure, mais à 2 parts égales entre les opérations soviétiques de la deuxième moitié de l'été et la poche de Falaise-Chambois, sur laquelle là encore j'ai travaillé à travers un hors-série paru chez Caractère il y a 2 ans maintenant. Et puis en septembre, bien évidemment, on évoquera Market Garden. Je suis retourné sur site l'année dernière. Je ne sais pas si cette année j'aurai l'opportunité de m'y rendre. Là encore, vos dons en dépendront. Mais bon, j'ai quand même une bonne base d'archives de photos du secteur prises l'année dernière. Donc ça pourra me permettre de faire quand même quelque chose, même si je ne peux pas retourner sur place en septembre. Voilà, et puis bien sûr, alors je vous donne pas de rendez-vous précis pour octobre et novembre, mais là encore j'ai quelques petites idées pour rester quand même dans le 80e anniversaire, donc toujours pas pour les communications chaque mois, mais pour le grand documentaire mensuel. Et puis bien évidemment au mois de décembre on sera de retour dans les Ardennes, puisque aujourd'hui ça va être le 3e volet de mes communications à ce sujet. Hein, c'est pas parce que c'est un moment plus important qu'un autre, mais étant donné le 79e anniversaire qu'on a évoqué d'ailleurs depuis les lieux de certains combats, c'est aussi en raison, comme je vous l'avais présenté juste avant les vacances, de cet article sur la bataille de Saint-Vit, qui est un des épisodes les plus intéressants et les moins exposés par l'historiographie, on va dire grand public, de la bataille des Ardennes, puisque on a trop souvent, très souvent l'habitude de tout concentrer autour de Bastogne, de la 101e, de Patton, et que le reste des combats, alors aussi, on en a parlé avant les vacances, tout au nord du dispositif d'attaque allemand, de l'attaque de la Leibstandarte et de la Kampfgruppe Piper, mais l'épisode de Saint-Vit est malheureusement un peu trop souvent passé sous silence, alors que avec Bastogne, ce sont les 2 points géographiques les plus importants pour les Allemands au début de l'offensive, parce que ce sont 2 grands carrefours routiers, les 2 plus grands carrefours routiers qui sont traversés par l'offensive allemande, et que leur capture est essentielle pour non seulement permettre aux Panzerdivision de poursuivre leur progression vers l'ouest, et puis ensuite pour leur logistique de pouvoir les suivre dans les meilleures conditions possibles. Et Saint-Vit a cette particularité d'avoir en plus une voie ferrée qui relie la Belgique à l'Allemagne, et si cette voie ferrée peut être rapidement organisée par l'intendance allemande, ça permettra aux unités de la Wehrmacht de pouvoir assurer leur logistique de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide dans un terrain qui n'est pas facile, on en a parlé la dernière fois, et qui, avec les conditions météo qui vont se détériorer, va devenir encore de plus en plus compliqué à gérer. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même préciser quelque chose par rapport à certaines questions, par rapport à certaines remarques qui ont pu être faites dans les commentaires des différentes vidéos. Je vous fais cette présentation vidéo pour vous donner envie de lire, bien évidemment, mon article, et puis bien évidemment ensuite des ouvrages en profondeur pour aborder ces sujets. L'objectif ici n'est pas de faire une conférence académique d'1 heure sur tel ou tel épisode. Le but, c'est de vous donner le goût et l'envie et la curiosité d'aller plus loin sur un sujet,
notamment quand c'est un sujet sur lequel je viens d'écrire et sur lequel on vient de faire paraître donc soit un livre, un hors-série, un article, etc. C'est pour ça que je fais ces communications, c'est pour vous donner ensuite envie d'aller chercher, ben là dans les articles, hein, c'est très intéressant, vous verrez comme d'habitude chez Caractère, hein, j'en ai parlé la dernière fois quand le numéro est arrivé, hein, vous avez tout ce qu'il faut en termes de cartographie, en termes de photographie. Alors là vous verrez, on va ajouter comme pour la Kamloops Piper de la cartographie et quelques images d'archives pour agrémenter mon propos, mais bien évidemment des choses peuvent vous paraître on pourrait dire entre parenthèses comme manquantes, mais c'est entre autres fait pour vous donner l'envie d'aller lire, hein. C'est pour ça aussi que je parle de cette partie-là, parce que vous le savez, à la fin de l'année, il y aura mon ouvrage sur la bataille des Ardennes. Donc voilà, on est dans cette dynamique de travail et de communication de ma part. Voilà. Alors, donc Saint-Vith est donc un carrefour stratégique qui se situe pour les Allemands face à la jonction entre la 6e SS Panzerarmee qui opère au nord et la 5e Panzerarmee qui opère au centre du dispositif d'attaque allemand. Donc il faut à tout prix s'emparer de ce nœud stratégique de communication, hein, on vient de le dire, routier et ferroviaire. Et pour ce faire, les Allemands vont utiliser ce qu'on appelle des Volksgrenadier Division, c'est-à-dire des unités qui sont constituées donc à partir de la deuxième moitié de 1944 pour pouvoir continuer d'avoir une infanterie disponible, mais avec des moyens qui sont de plus en plus réduits en termes d'armes lourdes, en termes notamment aussi de transport, hein. Ce sont des divisions qui sont dotées parfois donc d'unités cyclistes, qui sont dotées bien évidemment de tout un train hippomobile pour tracter leur artillerie, pour tracter bien sûr leur logistique. Et donc ces divisions, elles sont constituées de cadres survivants, officiers et sous-officiers des campagnes précédentes, et de troupes qui viennent d'être instruites avec une instruction rudimentaire. En plus, ce sont des unités, comme on l'expliquait dans l'épisode précédent sur Piper, qui sont composés de soldats qui viennent des rangs de la Kriegsmarine, de la Luftwaffe, et qu'on transforme en fantassins. Il y a très peu de fantassins de formation, pourrait-on dire, à l'intérieur, et l'instruction qui leur est donnée est celle de base des combattants, c'est-à-dire que en ce qui concerne toutes les manœuvres au-dessus de la compagnie, au niveau des bataillons, au niveau des régiments, tout ce qui est interaction avec les appuis, etc., c'est quelque chose qui demeure quasiment et uniquement théorique pour ces unités-là. Donc c'est des unités qui n'ont pas une valeur extraordinaire au combat, même si, étant donné leur encadrement, elles peuvent donc compter sur des hommes d'expérience au niveau des sous-officiers et des officiers. Alors face à ces deux Volksgrenadier Division, on va, pour les Américains, pour défendre ce secteur, on va avoir une unité qui est encore plus mal lotie que les deux unités allemandes, qui est la 106e division d'infanterie, hein, les Golden Lions, qui, elle, vient d'arriver dans le secteur et qui n'a aucune expérience du combat. C'est-à-dire que, donc vous verrez sur la carte, hein, avant d'arriver sur le secteur même de Saint-Vith, vous avez donc une barrière naturelle de relief boisé qui barre la route, les rares routes disponibles pour l'attaque allemande, et ce secteur est tenu par la 106e. On a relevé la 2nd Infantry Division, la Indian Head, qui tenait le secteur, qui elle est une unité expérimentée, mais qui avait subi des pertes depuis le début de l'automne 1944, donc on l'a mise dans un autre secteur, pas loin au nord, mais plus dans cette zone aussi exposée. Et puis, on a dit à la 106e, bah, vous vous mettez là, le relief va vous aider. Alors, dans ce secteur exposé, pour les Américains au départ, quand ils déploient ces unités-là, c'est pas un secteur qui est plus exposé que les autres, parce que l'idée c'est, parmi les effets de surprise dans les Ardennes, c'est de dire, c'est un front calme, avec la météo qui se dégrade, avec le relief, avec les axes routiers limités dont on a parlé la dernière fois, les Allemands n'attaqueront jamais dans un secteur pareil. Donc,
pour donner à la 106e un avant-goût de ce qu'est la guerre, et puis un aguerrissement à dose homéopathique sans prendre trop de risques, on la place là. Or, ça va être, elle va se retrouver sur le trajet, enfin sur la trajectoire plutôt, de l'attaque allemande dès le premier jour. Et donc c'est une unité qui a débarqué peu de temps auparavant en Europe, qui n'a donc aucune expérience du combat, dont les meilleurs éléments pendant qu'elle était à l'instruction aux États-Unis ont été prélevés au fur et à mesure de cette instruction pour être reversés dans les unités déjà engagées sur le front européen, ce qui fait que les meilleurs éléments n'ont pas eu le temps de rester à l'intérieur de la division et de faire entre guillemets boule de neige dans la dynamique positive d'encadrement des hommes. Donc on a en plus de ça un général qui lui aussi à sa tête est complètement nouveau dans l'armée américaine, hein, qui n'a aucune expérience du combat précédemment, hein, c'est le major général Jones. Bon, on leur donne ce secteur au début du mois de décembre et on leur dit bah voilà, ça va se passer tranquillement, vous serez au calme et vous n'aurez plus qu'à attendre que l'hiver passe pour pouvoir ensuite participer à des actions plus complexes de manière offensive. Donc le 16 décembre, c'est une triste surprise pour cette unité, dont les régiments se débandent face à la surprise et l'impact de l'attaque initiale de l'offensive allemande, et très rapidement, on a 2 des 3 régiments qui composent la division qui vont se retrouver complètement encerclés sur leur propre position. Le Major General Jones est incapable, avec pourtant des systèmes de communication assez importants de radio notamment, de donner des ordres corrects à ces colonels de ces 2 régiments pour les replier avant qu'ils ne se retrouvent encerclés. En plus de ça, on lui promet le soutien dès le 17 décembre d'une division blindée, la 7e Armored Division, la fameuse Lucky 7. Et donc il considère que ces unités peuvent tenir sur leur position et que le renfort de ces blindés lui permettra de leur porter rapidement secours et d'endiguer l'attaque allemande. Or, tout ce beau plan vole en éclats sous l'effet de la réalité, et on va avoir une situation qui est absolument nouvelle pour l'US Army, c'est qu'on va utiliser la 7e Armored Division, à partir du moment où elle va commencer à se déployer en fin de journée le 17 décembre, hein, cette division elle est commandée par le brigadier général Hasbrouck, et à partir du 17 décembre en fin de journée, tout en fin de journée, on a une de ces composantes, hein, qui est un combat de commande, le B, qui débarque sur place pour essayer de tenir la position et d'organiser la défense. Alors le problème, hein, c'est que le CCB est commandé par un officier qui est très dynamique, qui s'appelle Clark, qui découvre que le général Jones est complètement dépassé par la situation, qu'il est même presque dépressif, que celui-ci va carrément abandonner le PC qu'il occupe dans Saint-Vite pour diriger les opérations et lui laisser toute liberté d'organiser la défense à sa guise. Et donc Clark, qui est un officier dynamique, compétent, avec bien évidemment l'aval de son supérieur, Hasbrouck, va organiser peu à peu la défense avec ses éléments donc de son combat de commande. Alors le combat de commande, c'est un peu comme une Kampfgruppe allemande, hein, c'est une unité interarmes qui mélange blindés et infanterie mécanisée et quelques éléments de soutien. Et on va utiliser, non pas de la... Alors, il va utiliser bien sûr le 3e régiment de la 106e, qui est de la 106e Golden Lions, qui est encore disponible et qui, lui, n'est pas encerclé, pour avoir des fantassins à disposition, ainsi qu'une partie de l'artillerie de la division et des moyens de soutien en général, le génie, etc., pour organiser une défense ad hoc dans la précipitation. Alors que, bon, bien évidemment, hein, on le sait tous, une division blindée, c'est plutôt quelque chose, c'est ce que les Allemands ont démontré dès le début du conflit, ou les Soviétiques dans le secteur de la Mandchourie en août 1939, on attend plutôt qu'une division blindée soit là pour porter les coups de manière offensive, et non pas pour parer des coups en position défensive.
Donc ce qui est intéressant dans l'histoire de la bataille de Saint-Vith, c'est cet élément-là, c'est-à-dire qu'on va avoir la disposition assez rare d'une division blindée en défense qui va utiliser sa mobilité pour compenser son infériorité numérique. Alors même si en face d'elle, elle a des unités qui sont bien sûr bien moins dotées en termes mécaniques qu'elle, hein, et même en termes motorisés, on l'a dit, hein, les Volksgrenadier Division, elles avancent à pied et à cheval, hein, donc elles ne sont pas là pour pouvoir faire des grandes percées et des grandes chevauchées, mais en face, donc, les Américains, eux, vont utiliser ces moyens de défense mobiles pour pouvoir parer les différents coups. De plus, les Allemands finissent donc bien sûr par obtenir la reddition des 2 régiments qu'ils ont encerclés, hein, des 2 régiments de la 106e. Ça leur prend quand même du temps de gérer tout ça, d'autant plus qu'ils sont assez surpris parce qu'au moment où ils les encerclent et où ces 2 régiments se rendent, les Allemands sont en infériorité numérique, hein, parce que les divisions américaines, une division d'infanterie américaine est beaucoup plus nombreuse en termes d'hommes et d'effectifs qu'une Volksgrenadier Division, mais néanmoins, les Allemands sont tout à fait satisfaits d'avoir réussi un tel coup, mais surpris néanmoins. Et il faut attendre, donc là on est sur 17, 18, 19 décembre, et il faut attendre, parce que les Allemands se rendent compte que, ok, ils ont encerclé ces 2 régiments, ils les ont capturés, mais la progression vers Saint-Vith se fait toujours au ralenti, que l'arrivée au fur et à mesure, donc à partir de la soirée du 17 décembre jusqu'au 18 des différents combats de commande de la 7e Armored Division, hein, parce que les combats de commande arrivent de manière étalée dans le temps tout au long de ces 24 heures, finit par renforcer le secteur, finit par barrer les routes intelligemment, hein, en utilisant des moyens du génie, plus des chars pour pouvoir obtenir des bouchons sur les différents axes qui permettent d'atteindre Saint-Vith, et donc de congestionner les attaques allemandes sur des points limités et de les matraquer avec l'artillerie américaine qui reste toujours supérieure en termes de tubes par rapport à l'artillerie allemande au cours des 3 premiers jours. Et donc les Allemands vont être obligés à leur tour d'engager des moyens blindés pour pouvoir obtenir la décision à partir du 20 décembre. Hein. On va avoir notamment l'introduction du 2e SS Panzerkorps pour pouvoir faire la différence, ainsi que d'une autre brigade blindée, la Führer-Begleit Brigade, pour pouvoir faire la différence. Mais tout au long de la période donc, qui commence, on pourrait dire le 17 jusqu'au 21 décembre, les Américains, sous l'impulsion de Clark et d'Hasbrook, vont réussir à tenir tête à ces forces-là, qui finissent par être bien sûr de plus en plus nombreuses. Ils vont organiser une défense en fer à cheval. Les Allemands vont tenter par tous les moyens de les déborder pour finir par leur couper la voie de retraite vers l'ouest. Hein. Et malgré, là, à partir du 21 décembre, du nombre d'unités allemandes qui commencent à converger vers Saint-Vith et les moyens dont elles disposent, hein, parce que là, le 2e SS Panzerkorps débarque avec 2 divisions blindées SS, hein, la Das Reich et la Hohenstaufen, et donc là, pour les Américains, ça devient de plus en plus compliqué. En plus, donc dans cette espèce de saillant qui s'est formé de part et d'autre de Saint-Vith, il y a presque 22 000 soldats américains qui sont là à défendre la ville et ses abords, nord et sud, et donc il est hors de question que ce petit monde se retrouve encerclé comme à Bastogne, et donc l'autre exploit réalisé par la 7e Armored Division et par Hasbrook et Clark, c'est d'avoir ensuite réussi à évacuer tout ce monde-là en opérant un mouvement rétrograde en plusieurs étapes sans se faire encercler par les Allemands au moment de cette opération en supériorité numérique, à la fois blindée, humaine et matérielle. Donc là, c'est la deuxième phase de ce qui est intéressant à noter par rapport à la 7e Armade, c'est qu'elle a dans un premier temps établi une défense mobile efficace pendant à peu près donc toute la journée du 18, 19 et 20 décembre, et qu'ensuite, le 21 décembre, elle a été capable de mettre en œuvre un mouvement de repli rétrograde efficace pour évacuer ce fer à cheval dans lequel
les Allemands auraient pu réussir un encerclement de 22 000 soldats américains, et dont une division blindée, ce qui n'aurait pas du tout aidé. Alors ça aurait permis bien sûr aux Allemands ensuite de probablement prendre Saint-Vith, mais ça aurait en plus enlevé un élément non négligeable, parce qu'une division blindée, hein, c'est quelque chose quand même qui est très important. C'est environ 200 et quelques chars à ce moment-là de la guerre pour l'armée américaine. Vous imaginez bien que si les Allemands avaient réussi à les encercler, alors ça aurait probablement engendré une situation comme à Bastogne. Simplement les moyens des Américains à ce moment-là au nord pour pouvoir venir les secourir par rapport à ce qui se passe à Bastogne avec l'intervention de Patton et de la 3e armée pour dégager Bastogne, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc la façon dont Hasbrouck et Clark ont opéré ce mouvement rétrograde est là encore un succès tactique indéniable qui a fait l'objet de nombreuses études. C'est pour ça que moi j'ai décidé de consacrer un article à cette question, parce que quand j'ai écrit mon livre sur la bataille des Ardennes, j'ai été, bien sûr j'évoque cette bataille, mais là j'ai pas pu aller pour chaque épisode de la bataille des Ardennes pour mon livre, pour tenir le format dans lequel on doit le publier, qui est celui du 3e Panzerkorps. J'ai pas pu rentrer dans le détail de chaque opération, de chaque sous-bataille de l'offensive des Ardennes, et donc c'est pour ça que depuis que le livre est terminé, je veux apporter par le biais de certains articles des éclairages un peu plus poussés sur telle ou telle phase, afin de permettre de comprendre les intérêts, non pas simplement sur l'instant, mais aussi les leçons qu'on a pu tirer de cette bataille. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cette histoire de la bataille de Saint-Vith. D'une part, on a la reddition de 2 régiments de l'armée américaine, qui fait que c'est la reddition la plus infamante de l'histoire de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était des pauvres types qui venaient d'arriver et qui n'avaient aucune expérience du combat, et dont surtout les officiers ont fait preuve d'une absence de sang-froid absolument lamentable, et avec des compétences de commandement absolument indignes. Donc c'est pas les combattants eux-mêmes qui sont à remettre en cause, puisque le régiment, qui lui n'a pas été encerclé, a bien combattu sous le commandement de la 7e Armored Division. Ils n'ont pas démérité du tout, ainsi que tous les éléments divisionnaires qui étaient restés autour de Saint-Vith. Ils ont combattu avec courage et efficacité. Donc c'est bien une défaillance du commandement de cette division qui est d'abord à pointer du doigt. Et puis donc on a cette capacité qui a été démontrée à cette occasion d'employer une division blindée de manière défensive, en utilisant d'abord la défense mobile, puis ensuite des mouvements rétrogrades, pour pouvoir opérer efficacement une opération globale de retardement de l'offensive allemande. Alors vous me direz, la Wehrmacht maîtrisait parfaitement ce genre d'opération sur le front de l'Est, c'est tout à fait vrai, mais pour l'armée américaine, pour l'US Army, cet épisode est une première. Il faut attendre décembre 1944 pour qu'une division blindée de l'armée américaine soit employée de la sorte avec efficacité, et donc que ça devienne un cas d'école qui est encore utilisé comme modèle aujourd'hui pour former les officiers de l'arme blindée cavalerie de l'US Army. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais attirer votre attention, bien sûr, d'abord à travers cet article, et puis aussi à travers cette vidéo. Vous retrouverez des éléments bien évidemment dans le livre quand il va sortir, je pense, à l'automne prochain. Mais voilà l'intérêt de la bataille de Saint-Vith, qui est à mes yeux tout aussi important que la bataille de Bastogne, et qui mériterait, notamment puisque à la fin de l'année on sera au 80e anniversaire, qui mériterait qu'on s'y intéresse tout autant que Bastogne, et qu'on la mette sous les mêmes éclairages et les mêmes projecteurs que la bataille de Bastogne, parce qu'il n'y a pas de raison. Les combattants de la 7e Armored et puis les survivants de la 106e Infantry Division américaine n'ont pas démérité, et ce qu'ils ont fait est un modèle qui sert encore, donc ça mérite de s'y intéresser. À la fin, ils ont quand même combattu contre l'équivalent de 4 divisions allemandes, 2 Volksgrenadier Division et 2 SS Panzer Division, donc c'est pas un petit exploit de leur part. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc j'espère que vous continuerez, partage, commentaire, pouce en l'air, pouce bleu.
Bien sûr, donc n'hésitez pas à contribuer, hein, vous verrez, là on a essayé d'agrémenter le propos avec un petit peu de cartographie, quelques images d'archives, et puis bien sûr, donc comme je l'ai expliqué, on veut retourner sur le terrain comme on l'a fait là pour le 79e anniversaire des Ardennes, afin de vous offrir là cette fois-ci des documentaires complets. Donc, on a besoin de financement pour pouvoir opérer l'ensemble de ces projets. Voilà, donc merci par avance de votre générosité. Donc, je vous rappelle le numéro 106, hein, avec mon papier sur Saint-Vite, mon papier sur l'armée britannique, qui est le dossier du magazine, le deuxième volet de la bataille de Narva, et puis, puisque certains me le demandaient encore avant les vacances, hein, un papier d'un collègue sur la bataille de Peleliu pour aborder le Pacifique. Voilà, puisque certains se demandaient si on traitait parfois de ça. Alors, je pense aussi en septembre prochain qu'on parlera pour le 80e anniversaire de Peleliu, en appuyant sur le travail du collègue et d'autres travaux publiés en anglais, on essaiera de faire, alors peut-être pas donc un documentaire, mais une émission normale d'évocation des problèmes des combats dans le Pacifique, et notamment cette opération sur Peleliu qui a été un véritable carnage pour les Marines et l'armée américaine. Ensuite, donc, toujours disponible, hein, le petit coin des lecteurs, donc l'enfer de la guerre urbaine, avec donc, les dossiers habituels dont on a déjà parlé. Hein, je mentionne, j'ai mon collègue Nicolas Pontic qui a fait 2 ans quart ou 2 inserts, je sais pas quoi, 2 inserts, l'un sur la bataille urbaine de Séoul, un autre sur les combats urbains dans Budapest en 1956, et j'ai bien noté ce que beaucoup d'entre vous ont pu me remonter. Il y a d'autres batailles qui méritent d'être abordées, et nous en avons conscience, on a fait des choix éditoriaux. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains numéros de Bataille et Blindés, de Ligne de Front, on va revenir sur d'autres batailles qu'on n'a pas pu mettre dans ce hors-série. Je pense notamment à la bataille de Brest en 1944, puisqu'on va arriver au 80e anniversaire, qui est un des modèles employés par l'US Army dans sa doctrine de guerre urbaine. Manille, enfin voilà, il y a plein d'autres batailles en zone urbaine qui méritent qu'on s'y intéresse dans Ligne de Front ou dans Bataille et Blindés. Et puis, puisque c'est toujours d'actualité, vous avez le 3e Panzerkorps, hein, qui est toujours là. J'espère que certains l'ont eu comme cadeau sous le sapin. Et puis si c'est pas le cas, eh bien c'est toujours le moment de l'acheter. Voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que ces 3 numéros consacrés successivement donc à la bataille des Ardennes vous ont plu. J'espère que les petits ajouts qu'on peut faire au niveau de l'illustration visuelle vous plairont également. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. J'ai pas encore décidé du sujet dont on parlera la semaine prochaine, mais vous inquiétez pas, ça sera toujours aussi intéressant. Voilà, à très bientôt.